Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La loi de finances 2017-2018, fraîchement votée au Parlement, sera bientôt publiée dans le journal officiel Le Moniteur. L'annonce en a été faite par le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris. La présidence haïtienne dénonce des mains cachées derrière la manifestation violente de dimanche dernier. Selon elle, des corrompus financent ces mouvements de protestation. Le Forum économique du secteur privé condamne les violences qui ont émaillé la manifestation de mardi dernier. Il lance un appel au calme et à la raison. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, accompagné du Premier ministre, a rencontré ce jeudi 14 septembre au Palais national des représentants et dirigeants de partis politiques autour de deux questions essentielles: l'institutionnalisation de la vie politique et le financement des partis politiques en Haïti. Selon la présidence, cette réunion, la première du genre sous l'administration du président Jovenel Moïse, avait pour objectif d'initier avec les responsables de partis politiques un processus de consultation et de réflexion sur les conditions d'application des dispositions relatives au financement public contenues dans la loi de 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Rappelant le rôle clé des partis politiques dans le système politique et démocratique établi par la Constitution de 87, le chef de l'État a profité de cette tribune pour souligner les difficultés auxquelles sont confrontées les formations politiques. En ce qui a trait au processus de financement de ces partis prévu dans la loi sur les partis politiques, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de bien utiliser les ressources qui leur seront allouées afin d'éviter le gaspillage de fonds publics. Le président de la République, qui dit s'attendre à diverses embûches pour mener à terme une telle entreprise, estime que cela suppose la mise en place d'un système démocratique fondé sur la recherche constante de convergence et de consensus au bénéfice de la communauté. La journée de mardi est encore dans toutes les mémoires. Le centre-ville et surtout l'autoroute de Delma, ainsi que Turgeot, le Bois-Vernat, ont été le théâtre d'actes de vandalisme qui se sont soldés par de nombreuses vitrines brisées, des voitures incendiées ou caillassées. Le gouvernement a réagi en publiant un certain nombre de communiqués et en annonçant sa ferme intention de traduire par devant la justice les responsables de ces désordres. Pour faire le point sur cette situation, nous avons avec nous ce soir M. Reynald Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres. Bonsoir M. Lubéris. Bonsoir Télémétropole, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous parler ce soir. C'est un plaisir pour nous également. Monsieur Lubéris, le gouvernement n'a pas réagi tout de suite. Qu'est-ce qui explique ce léger retard entre les faits et la réaction du gouvernement? Le gouvernement a réagi, c'est-à-dire les structures gouvernementales ont réagi dans la mesure où il y a des arrestations qui ont été faites, il y a des mesures en fait, qui avaient été prises par les autorités judiciaires et policières qui sont parties en fait, du gouvernement. Maintenant, évidemment, quand il arrive des événements de cette nature qui sont
en réalité en fait des actes de barbarie. Il faut prendre le temps pour identifier en fait tous les gens qui sont impliqués à un titre ou à un autre avant de pouvoir en fait soit en parler ou prendre des décisions en fait qui s'avèrent nécessaires. Justement, le gouvernement a été très ferme dans ses déclarations. Vous avez vous-même parlé de mains cachées. Qui sont ces mains cachées et quelles mesures ont déjà été prises pour traduire les responsables de ces désordres par devant la justice? Il faut bien se dire que la question du budget qui avait été mise en avant pour justifier ces actes de barbarie a été un prétexte. De toute façon, en démocratie, dans une république, dans une société civilisée, rien ne peut justifier qu'on s'en prenne à la vie, au bien, à la propriété d'autrui. Donc, il y a des gens qui sont en panique parce que le gouvernement a décidé de mettre Haïti sur une autre voie, la voie du développement. Et le gouvernement a décidé de combattre la corruption. Au moment où nous parlons, il y a au ministère de l'Éducation nationale des chèques qu'on appellerait des chèques zombies. C'est en fait pour des gens qui ne travaillent pas mais qui ont des chèques au ministère de l'Éducation nationale qui totalisent, écoutez-moi, 500 millions de gourdes. Donc évidemment, il y a tout un réseau derrière ça. Quand ces gens-là, en fait, comprennent que le gouvernement est déterminé à combattre la corruption, il faut qu'ils réagissent. Mais ils ne peuvent pas réagir en disant que, écoutez, on va manifester parce que le gouvernement combat la corruption. Il leur faut un prétexte. Le gouvernement décide de ne plus payer un kilomètre de route à 2 500 000 $ américains comme cela se faisait jusque-là, parce que en fait, en réalité, un kilomètre de route, ça coûte environ 100 000 $ américains. Donc à ce moment-là, il y a des groupes d'intérêt qui ont profité pour financer des gens, en fait, des politiciens et traditionnels qui ne vivent de toute façon que de cela, que du chaos, pour créer en fait une situation intenable dans le pays. Mais on ne saurait accepter de telles situations. Donc le gouvernement a pris toutes les dispositions pour justement empêcher que cela se reproduise, mais surtout que les coupables en fait aillent en prison, que les coupables en fait payent, soient sanctionnés en fait conformément à la loi, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, on ne peut pas tolérer de tels actes de barbarie qui envoient un signal très négatif de notre pays qui est en train de se construire. Monsieur Lubéris, hier, mercredi, il y a eu encore un petit mouvement de panique qui était dû, d'après les déclarations de M. Moïse Jean-Charles, à une tentative d'arrestation contre sa personne. Je sais que vous avez déjà répondu, mais vous confirmez bien qu'il n'y a jamais eu de mandat d'amener émis contre M. Moïse Jean-Charles. M. Moïse Jean-Charles, en fait, c'est quelqu'un qui serait mieux dans une salle de cinéma que sur la scène politique. Parce que la scène politique, on est censé défendre les intérêts de la population, on est censé aller aux élections et essayer de convaincre des gens et gagner. Et quand on ne gagne pas, on retourne, on travaille, on essaie de convaincre la population parce qu'on n'avait pas été convaincant. Mais M. Moïse Jean-Charles, sénateur qui a un bilan nul au Parlement, et a essayé à mettre aux prises en fait de berner tout le monde. N'oubliez pas, il avait essayé de faire une conférence de presse avec des procès-verbaux qui l'avaient donné gagnant à plus de 51% des voix, alors que tout le monde sait que c'était faux. Donc il est très fort en fait dans les mises en scène. Je ne veux pas commenter ses actes, en fait, ses faits et gestes, parce que c'est un acteur en fait aguerri dans ce domaine. Ce même M. Moïse Jean-Charles a déclaré hier que les manifestations doivent reprendre à partir du 20 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain, et il a même annoncé que ces manifestations avaient pour but ultime d'amener à la démission ou au renvoi pur et simple du président de la République, Jovenel Moïse. Comment le gouvernement a-t-il prévu de réagir face à cette annonce de nouvelles manifestations à partir du 20 septembre, de mercredi prochain? Il faudrait peut-être ne pas mélanger deux catégories de choses. En démocratie, tout le monde peut manifester, mais on manifeste suivant les règles de l'art, c'est-à-dire en fait en respectant la loi, en respectant la liberté des autres, la liberté de circuler, la liberté de pouvoir travailler librement, de pouvoir vaquer à ses occupations.
Ça, c'est en démocratie. Maintenant, tout le monde peut manifester, qu'on s'appelle Moïse Jean-Charles ou qu'on s'appelle Monsieur Dubois. Mais l'essentiel, c'est que ça doit se faire dans le respect des lois de la République. Monsieur Moïse Jean-Charles, en fait, se trompe de système. Il se trompe, en fait, de contexte politique. Il a oublié qu'en démocratie, le pouvoir est acquis par les urnes. Et quand on va aux élections, on est incapable de convaincre le peuple parce qu'en fait, son seul projet avait été Martelly, étant donné que Martelly n'était plus là, donc il ne savait plus quoi dire. Donc aujourd'hui, le budget va être publié. Donc une fois que le budget sera publié, exécuté, maintenant il lui faut d'autres motifs. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui a compris les mécanismes en fait, de la démocratie, du gouvernement représentatif, qui fonctionne en fait suivant les élections. Et quand on a un parti politique, le parti politique doit gagner suffisamment de députés. Et au niveau du Parlement, on essaie d'imposer son point de vue. Monsieur Moïse Jean-Charles, c'est quelqu'un qui croit en fait dans la violence. C'est quelqu'un qui a un passé lavalassien. C'est un lavalassien. Et les lavalassiens, malheureusement, nous ont habitués avec le chaos. Aujourd'hui, Haïti a décidé de tourner le dos au chaos. Haïti a décidé de prendre le chemin de la construction et le chemin de l'avenir. Haïti a décidé d'offrir en fait un avenir meilleur à chacune de ses fils et de ses filles. Et il faut que tout le monde le comprenne. Une dernière question, Monsieur Lubéris. C'est pas sûr que vous puissiez répondre parce que ça ne dépend pas directement de vous, mais qu'est-ce qui explique, d'après vous, que les autres partis politiques, les autres leaders politiques qui tenaient le devant de la scène jusqu'à récemment, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui ils laissent le champ totalement libre au seul Moïse Jean-Charles ? Je ne sais pas s'il laisse le champ totalement libre à Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles a été utilisé par des gens qui défendent d'autres intérêts, étant donné qu'il est plus prompt à faire ce genre d'activité, donc il a été lui-même utilisé. Peut-être que les autres partis politiques sont un peu plus intelligents et comprennent mieux les mécanismes de la démocratie et savent très bien qu'un gouvernement qui a été élu a besoin de temps pour travailler, et donc on va critiquer le gouvernement en fonction de ses actions, mais on ne va pas casser en fait les affaires des gens, on ne va pas empêcher aux enfants d'aller à l'école, on ne va pas briser les vitres de voitures, on ne va pas brûler les bureaux, on ne va pas tirer sur des ambassades étrangères, on ne va pas jeter des pierres sur des voitures en fait diplomatiques, etc. Peut-être que les autres partis politiques sont plus mûrs en fait, sont mieux aptes à la démocratie que son parti ne l'est. Eh bien, écoutez, Monsieur Lubéris, merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes et d'avoir apporté ces précisions à nos téléspectateurs. Bonne fin de journée et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Métropole. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au chapitre des condamnations des violences lors des manifestations de mardi, le Forum économique du secteur privé lance, dans une note de presse, un appel au calme et à la raison et invite l'ensemble des citoyens du pays à dialoguer d'une manière constructive. Tout en blâmant les auteurs des actes de vandalisme, le Forum, en la personne de son coordonnateur Franz Bernhard Krahn, qui signe la note, exhorte l'État à prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des biens et des vies et à poursuivre en justice les commanditaires et auteurs de ces actes qu'il qualifie d'injustifiables. Suite aux violences de mardi dernier, le collectif du 4 décembre 2013 a souhaité préciser sa position. Nous avons avec nous ce soir M. Jean-Robert Argan, qui est coordonnateur général de ce collectif. Bonsoir, M. Argan. Bonsoir, M. Klein, mais je voudrais vous remercier de l'invitation. Je suis là et c'est avec joie que je participe à l'émission. Très bien. Vous parlez exclusivement au nom du collectif du 4 décembre qui occupe une place importante au sein de la société civile. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité exprimer la position de votre collectif? Bon, je crois qu'il est nécessaire que la société comprenne. Il est nécessaire que, parce que pour nous, le collectif est quand même une voix que l'on entend. Et on est une plateforme de parole d'une grande section de la société civile. Et il est de notre devoir de faire comprendre la situation telle que nous la percevons. Et parce qu'il est aussi de notre devoir d'essayer de guider et de faire comprendre
que définitivement, on ne peut pas continuer à aller de cette déchéance et revenir au système de violence que nous avons toujours connu depuis quelque temps. Donc c'était essentiel pour nous de nous positionner à ce niveau-là. Vous avez exprimé une position très équilibrée, où vous condamnez certes les violences, mais vous reconnaissez non seulement le droit à manifester, mais il semble même que vous trouviez que les manifestants ont quelques bonnes raisons de protester contre cette loi de finances. OK. Et ce qui arrive, c'est que les manifestants, d'abord, il faut dire que nous rejetons, nous condamnons sans retenue cette réaction violente, cette barbarie, le fait de casser ou de briser l'affaire de pays voisins, ce vandalisme, ça, nous le condamnons totalement. Maintenant, que les gens aient des revendications, on peut comprendre. Mais de les exprimer de cette sorte, ça, on n'accepte pas. Ce n'est pas acceptable. Il faut quand même voir et essayer d'analyser. Oui, on paie les conséquences de façon grave. Et aujourd'hui et demain, vu l'image que nous projetons en ayant des manifestations pareilles, nous parlons de vouloir développer un pays, nous parlons de vouloir enfin, nous faisons appel aux investissements étrangers ou autres, qui, logiquement ou sérieux, viendraient vraiment investir dans un pays où la seule expression qui marche, c'est l'expression de rue. Où lorsqu'on veut faire passer un message, il faut qu'il y ait cette pression de rue pour que nos dirigeants prennent les mesures qu'il faut prendre. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que là, c'est comme si nous avons, au fait, et nous sommes pratiquement menés en bateau. Pourquoi? Parce que nous avons une gestion qui laisse à désirer, une gestion de l'État qui laisse à désirer. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, pas question pour nous d'avaliser ce qui s'est passé au niveau d'action des rues. Mais maintenant, il y a quand même des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Et ce qui nous est... Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il y a un défaut de communication de la part du gouvernement? Ce n'est pas simplement un défaut, c'est un déficit coupable de communication. Pour la simple et bonne raison que si il y a une mésinterprétation profonde du texte, parce que les gens qui ont revendiqué, qui ont gagné les rues et qui ont manifesté comme ils ont manifesté, se sont penchés surtout sur la loi des finances. Et pourquoi ils ont pu trouver cette plateforme, ou ce plateau, ce tremplin pour pouvoir présenter cette histoire et réaliser cette manifestation-là? C'est parce que le message n'a pas été bien véhiculé par ceux qui sont préposés à faire comprendre à la population la voie où on va. Il faut qu'on sache, nous, comme citoyens, il faudrait qu'on sache exactement, voilà où nous en sommes, voilà où nous voulons aller, voilà notre projection. Mais lorsque c'est de façon opaque que les choses sont décidées, ça laisse... Bon, on peut aller vers toute forme de supputation. Et mon appel, c'est aujourd'hui pour, d'abord, nos politiciens. Pour qu'ils comprennent que leurs intérêts partisans doivent être mis de côté pour que nous voyions l'avenir de notre pays. Il est important qu'ils comprennent que le dialogue est nécessaire. Le faux orgueil n'a pas sa place maintenant. Il est important que vous soyez chef d'État, que vous soyez chef de parti politique ou autre, que vous puissiez vous mettre ensemble pour pouvoir débattre du problème du citoyen. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que quand vous avez cette masse de gens à ne rien faire, à être dans les rues et que vous pouvez facilement ameuter, vous avez ces dérapages. Et ça ne rapporte rien du tout au pays que de l'engloutir davantage. Je crois que c'est absolument essentiel que nous pensions à aller vers vraiment cette entente nationale. Et c'est peut-être un message, j'ai vu malheureusement des réactions, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une invitation lancée par le chef d'État. Et certains partis ont déjà refusé de participer. Oui. Je ne sais pas si ce serait la bonne solution. Parce que la bonne solution n'est pas en évitant
ce contact ou ce dialogue, mais en essayant de convaincre, parce que vaut mieux, il faut essayer de convaincre et ne pas essayer d'imposer. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver à une solution. En d'autres termes, vous êtes pour des leaders responsables et une opposition constructive. Et c'est ce qu'il nous faut. Monsieur Argan, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé nous voir et de nous avoir donné la position du collectif du 4 décembre 2013. Bonne continuation et à très bientôt. Merci, M. Klein, merci. Et puis, bon, on se reverra certainement puisque les choses doivent évoluer. Oui, absolument. Merci. Voilà, c'était donc M. Jean-Robert Argan, coordonnateur général du collectif du 4 décembre 2013. Le leader de l'opposition, Moïse Jean-Charles, a fait l'objet d'un contrôle de routine et non d'une tentative d'arrestation mercredi, assure Lucien Jura, l'un des porte-parole de la présidence. M. Jura a donné l'assurance que l'administration Moïse Lafontan n'avait nullement l'intention de se rendre coupable de violation des droits humains. Pas aucun citoyen qui est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, si vous enfreignez la loi a toujours servi contre vous. Mais pas aucune démarche de persécution vis-à-vis de quelconque citoyen. Si un citoyen doit le retrouver en face de la loi ou en contravention avec la loi, c'est la loi encore qui a levé campé contre vous. Mais à ma connaissance, pas de aucune instruction pour t'arrêter qui que ce soit. C'est des riverains, des citoyens qui ont deux véhicules suspects dans nos zones qui toujours en pile insécurité, qui alertent la police et selon le commissaire en charge, lui dépêcher patrouille qui était plus près pour regarder ça gagné. Aussitôt patrouille arrivé pour le demander occupant yo ça passe est-ce que vous avez un problème et le patrouille rapporté à commissaire là, lui dit écoutez, si ce sont des personnages, des personnalités connues, si pas aucune menace, ça va rentrer au bercail. Mais pour l'essentiel de l'information, c'est ça. Mais maintenant, la capacité qu'ont certains pour prendre des bagages, pour torpiller, virer la vérité à la recherche de sensationnalisme ou de toutes sortes, sont l'autre paire de manches. Mais bagaille président Jovenel Moïse pour l'occuper, bagaille premier ministre Jacques Guy Lafontaine pour l'occuper. Ou pensez aujourd'hui, pour le rendre peuple haïtien en service, c'est une persécution politique pour l'entrer? Non, vous ne nous trouverez pas sur ce sentier. Il y a tant de choses à faire. La Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme appelle le président de la République à faire un choix selon les règlements établis par l'Office de la protection du citoyen dans le cadre de la désignation du nouveau protecteur du citoyen. Ces membres du secteur des droits humains ont dénoncé les manœuvres de certains sénateurs qui visent à imposer certaines personnalités à ce poste. Les 1525 professionnels de la musique en Haïti sont enfin répertoriés. Après avoir passé des mois à cartographier l'industrie de la musique en Haïti, l'association Haïti Musique a présenté ce mercredi cette étude. Des données chiffrées sont désormais disponibles pour les autorités et les parlementaires afin de servir d'outils pour régler et encadrer ce secteur. Reportage Jérémy Tillon.
Suite à une grande enquête de terrain sur l'ensemble du territoire national, l'Association haïtienne des professionnels de la musique Haïti Musique a présenté le bilan de ses recherches qui comprend notamment une cartographie détaillée des acteurs évoluant dans ce secteur. Milena Sandler-Winmayer, responsable de projet. C'est un travail que nous avons fait pendant l'année 2016, du 1er avril 2016, qui s'est terminé le 30 juin 2017, qui correspondait donc à une étude sur l'industrie de la musique. Des enquêtes de terrain ont été faites dans 6 départements, 7 focus group ont eu lieu, un questionnaire en ligne pour toucher les autres départements ainsi que la diaspora a été mis en place. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons été à même de publier ce document-là qui fait 120 pages et qui est la première étude sur l'industrie haïtienne de la musique. Cette étude amène l'association à proposer certaines recommandations en vue d'un recadrage. Sans un cadre formel, doté d'une législation forte, le secteur artistique est en danger. Donc les recommandations pour le secteur, c'est d'œuvrer à une meilleure intégration des musiques traditionnelles à tous les niveaux et encourager la formation continue des artistes et des professionnels émergents et confirmés en vue d'optimiser la qualité de leur création. Et pour l'État, il s'agirait de mettre en place un système de collecte et d'archivage systématique de documents musicaux patrimoniaux, de mettre en application la loi sur l'intégration de la musique dans les curricula des établissements scolaires, donc avec formation des professeurs de musique, et accorder des subventions aux écoles de musique. L'une des principales batailles à mener dans le futur sera de légiférer sur le statut des artistes en Haïti. Malgré un petit effort du gouvernement lors de la mise en place du Bureau haïtien des droits d'auteur, Haïti n'est toujours pas reconnu auprès des instances internationales capables de payer les royalties aux ayants droit. Donc les recommandations pour les secteurs, c'est de constituer un lobbying organisé et suivi, surtout suivi, pour avancer sur la révision des 2 décrets-lois avec le soutien d'experts, principalement sur la gestion collective, établir un plan d'action en profitant de la présence de créateurs dans les commissions culture du Parlement. Une porte de sortie s'offre néanmoins aux artistes haïtiens qui souhaitent se faire enregistrer non seulement au BHDA. À présent, Haïti dispose d'une vraie cartographie de son industrie musicale. Ces informations seront transmises aux parlementaires composant la commission culture. Espérons que ces données seront suivies d'actes tangibles afin d'accompagner ce secteur sur la durée et non plus ponctuellement. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.